des DREAL, des agences en particulier, avec bien évidemment les collectivités et le concours des missions d'appui technique de bassin. Alors, la définition, vous l'avez à l'écran, je ne la lis pas. Simplement noter que nous sommes effectivement dans une double démarche, celle de 2017, avec un état des lieux, et nous essaierons de voir comment cet état des lieux se fait. Je peux dévoiler dès maintenant pour voyager pas mal dans les différents bassins français, que ceci est en timing un petit peu tendu et c'est une litote. Donc première phase, l'état des lieux 2017. Deuxième phase, la stratégie et dans quel contexte. Alors un petit brin d'histoire. Vous avez noté à la première diapo que la socle était au féminin, le féminin de stratégie. Ça n'a pas toujours été le cas puisque d'abord les services du ministère, en intraministériel comme indiqué sur la diapo, ont proposé un schéma d'organisation des collectivités locales de l'eau ou des communautés locales. Et dans cette période-là, nous sommes en 2015, est engagé un bras de fer par l'Association des maires de France et son président, M. Barouin, qui exprime très souvent des désaccords avec les textes qui sont présentés au Parlement, notamment sur le timing de ces textes, on y reviendra, sur les échéances qui étaient d'abord 2016-2018, et très rapidement se noue un dialogue national des territoires qui est managé par l'AMF et reviennent autour ou viennent auprès de l'AMF les autres réseaux, les autres associations, vous les avez à l'écran, l'ADCF, l'ADF, les EPTB et les régions. Et tout ceci se termine par un communiqué commun qui prend une décision. Je vous invite à suivre en veille juridico-politique les productions de ces réseaux, de l'IPANT, qui est l'initiative partenariale d'associations nationales de collectivités territoriales pour une gestion équilibrée, durable et intégrée de l'eau. Tout est dans le titre. Et vous comprenez bien que là, à l'initiative de l'AMF, cette mobilisation interréseau de tous les niveaux de collectivités territoriales fait que nous nous rejoignons avec le travail que nous faisons au Comité national de l'eau et nous expliquons assez rapidement, avec ce dialogue national en leader, que le schéma est refusé. La formule, nous la retrouverons plus tard, trop de schémas tue les schémas, d'autant plus que les textes NOTRe et MAPTAM en particulier installent le SRADET, on y reviendra aussi, le fameux schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équilibre des territoires. Donc le schéma disparaît et apparaît la stratégie. Alors pourquoi la stratégie ? Parce que dans le travail que nous réalisons avec les différents réseaux, quand je dis nous, c'est la commission réglementation du Comité national de l'eau que je préside, nous évoquons en parallélisme des formes ce qui se passe en matière d'inondation. Et la stratégie, les stratégies locales, nationales sur le risque d'inondation ont plutôt été intégrées par les acteurs locaux. Donc il nous semble que évacuer le schéma pour trop plein de schémas et introduire la notion de stratégie dans le féminin, ceci devrait faciliter la compréhension par les décideurs locaux. Et puis, vocabulaire du Sud-Ouest, puisque j'ai noté qu'il y avait quelques intervenants là sur la conférence du Sud-Ouest, patatras, arrive donc l'arrêté du 20 janvier, et dans l'arrêté du 20 janvier, un des alinéas reprend par erreur, copier-coller, et vous avez dans cet arrêté du 20 janvier le schéma d'organisation des compétences locales de l'eau, il est établi, c'est à l'article 2. Le texte est désormais officiel
Et nous avons obtenu que la direction de l'eau de la biodiversité, à l'occasion d'un prochain texte, d'un arrêté, il n'y en a pas eu jusque-là, un cavalier réglementaire soit inscrit pour installer le féminin désormais dans cet arrêté du 20 janvier corrigé. Mais, car il y a un mais, partant notamment de ce copier-coller malheureux, certains bassins, ce n'est pas de la délation, mais RMC en particulier, installent des socles au masculin. Donc, ne soyez pas surpris, donc je ne parlerai plus du socle en tant que schéma, il n'a pas d'existence juridique, mais sachez que parfois, sur le terrain, des collègues considèrent que la socle pourrait être une fédération de socles, donc de schémas locaux. Alors, ça n'est pas l'analyse que je fais, ça n'est pas l'analyse qui est faite au niveau national. Néanmoins, ce brin d'histoire permet donc de clarifier ce bug réglementaire sur l'arrêté du 20 janvier. Alors, ceci étant dit, en attendant effectivement que cette correction soit faite, un rappel très rapide, mais vous aurez je ne vais pas faire un cours de droit, ça n'est pas le lieu, mais c'est plutôt essayer de voir comment, vous qui avez les mains dans le cambouis, vous pouvez décliner territorialement ces choses-là. Le rappel du contexte juridique, dont le premier, c'est l'arrêté fondateur de 2006 sur les SDAG, l'arrêté dont je viens de parler, et puis une note qui est majeure, la note du 7 novembre 2016, qui a été rendue publique le 25 novembre, et qui est un peu la pédagogie de la socle, et le document que je vous présente est largement imprégné par ce texte-là. Le résumé sur l'élaboration et l'adoption, c'est le secrétariat technique de bassin qui élabore donc le regroupement. Alors, jusqu'en fin 2016, les trois du secrétariat technique de bassin, ONEMA, DREAL, DDT et agence, avec aujourd'hui l'agence de la biodiversité à la place de l'ONEMA. Alors, ce secrétariat technique de bassin a contribué et il est précisé, et pour travailler avec un des bassins au nord de la Loire sur la socle, je confirme que certains bassins décident de faire appel à des prestataires extérieurs. Il y a notamment un gros travail d'inventaire, d'état des lieux, de cartographie qui doit être réalisé, puisque vous avez noté dans mes premières diapos que l'état des lieux était cette ardente obligation pour 2017 dans le calendrier qui va suivre. La socle sera arrêtée par le préfet coordonnateur après qu'elle ait été soumise à l'avis du comité de bassin. Les comités de bassin qui se réuniront en gros, j'ai regardé les calendriers, entre le 10 novembre et le 15 décembre, presque tous les comités de bassin français auront délibéré à cette échéance sur la socle. Alors, une des informations qui est plutôt urgente, c'est que le premier jet de l'état des lieux va donc être soumis par voie électronique à l'ensemble des décideurs concernés. Il est dit que le projet d'arrêté est mis à la disposition des collectivités et des groupements concernés, mais il le sera par voie électronique, ce qui veut dire que, en gros, entre mi-juin et mi-septembre, pendant 2 mois. Alors, je réalise à l'instant qu'il y a un bug qui m'avait échappé à l'écran. C'est pour une période de 2 mois et non pas de 2 ans. Donc, je vais le corriger rapidement. Donc, corriger ça, ce sera fait dès la fin de la conférence. J'ai été destinataire
de quelques états d'âme, on va dire ça comme ça, de partenaires locaux considérant que le mois de juillet n'était pas forcément, juillet-août n'était pas forcément la meilleure période pour une consultation des acteurs concernés, donc ayant décidé, avec l'accord de l'OIO, de ne pas pratiquer la langue de bois dans cette webconférence, c'est mon devoir aussi de répercuter ce que j'entends dans mes visites de terrain. Voilà, donc élaboration, c'est fait, l'adoption, le comité de bassin, l'arrêté, le préfet, et la consultation électronique pendant les mois d'été. Ensuite, son contenu, je l'ai évoqué, il est dit dans la circulaire, je l'ai repris dans le titre, qu'il doit être pédagogique et synthétique. Et vous avez là, dans la mesure où la socle n'est pas opposable au tiers, elle n'a pas de force juridique pour l'instant, c'est un document d'accompagnement du SDAGE. Il y a là une volonté du ministère, arbitrée à l'interministériel avec le ministère de l'Intérieur, de faire de ce document un moment qui va, nous y reviendrons, suivre notamment les preuves redoutables que vous avez vécues sur le terrain, à savoir l'élaboration des schémas départementaux de coopération interdépartementale avec les SDCI, avec les nouveaux EPCI à fiscalité propre qui sont en place depuis le 1er janvier 2017. Nous allons voir dans quelques instants la carte de la DGCL, la dernière carte mise à jour que j'ai intégrée dans ce montage. Donc, l'état des lieux, c'est le suivi des SDCI, et pour avoir travaillé sur plusieurs SDCI dans plusieurs bassins, nous avons fait le constat à l'interministériel que l'eau, l'assainissement était plutôt absent dans ce travail. Il y a eu d'autres enjeux, définition de périmètre, des prises en compte de grands élus locaux qui ont négocié avec les préfets concernés. Donc, dans cette phase qui s'ouvre, il faut nourrir ces SDCI de cet état des lieux qui doit être fonctionnel dans le contexte juridique que l'on connaît. Les propositions, c'est la stratégie, je l'ai évoqué, avec les modalités de coopération entre collectivités. Nous reviendrons sur petits cycles et grands cycles de l'eau. J'ai vu dans les inscrits que vous étiez plutôt majoritairement engagé sur le petit cycle de l'eau, mais ça, je porte le message avec mon bâton de pèlerin sur le terrain. Le SDAGE 2016-2021 sera le SDAGE du rapprochement du petit cycle et du grand cycle. La preuve, un EPTB, l'AMIVA, le PTB de la Somme, je vous dirai pourquoi je vous en parle, est le premier EPTB français à avoir, qui est d'habitude historiquement, les EPTB ont compétence grand cycle. Historiquement, il y a là un exemple d'EPTB, le premier, à avoir acquis la compétence petit cycle de l'eau. Alors je vous parle de cette EPTB, puisque ça c'est l'actualité que je vous ai annoncée. La semaine dernière a été créée l'Agence nationale des élus de bassin. De la même façon qu'il y a l'Agence nationale des élus de la montagne, parallélisme des formes, l'ANEB a été créée et le président national de cette agence des élus de bassin est Bernard Langlais, qui est le président de l'AMIVA, dont le PTB de la Somme. Donc ça n'est pas hors sujet, c'est pour vous montrer que dans le débat qui se développe au niveau national, vous rappelez l'IPANT et cette vigilance très très sensible de la part des grands réseaux d'élus, et on va le retrouver dans des diapos suivantes. Il y a là incontestablement l'envie de bien comprendre comment cet état des lieux va être élaboré et comment cette stratégie va être esquissée à partir de 2018.
Dans la diapo suivante, vous avez le contenu de la première socle. Alors, pédagogique et synthétique. Pédagogique, vous avez compris pourquoi. Hein, il s'agit de faire un très gros travail sur le terrain d'explication et n'oublierons pas de parler de la formation des élus. Et puis synthétique, parce qu'il faut aller à l'essentiel. Donc, elle n'a pas vocation à être exhaustive, d'autant plus qu'on fonctionne un petit peu à 200 à l'heure actuellement sur le terrain. Différents services sont un petit peu mis sous pression, donc pour éviter d'autres crispations, l'affichage est clair, c'est une première étape qui sera enrichie au cours des prochaines années, en tout cas pendant ce stage, jusqu'en 2021. Pédagogique, ben, vous retrouvez le deuxième alinéa, ben, elle va permettre d'organiser des débats, d'accompagner la mise en place de la GEMAPI, où vous avez des productions qui sont très nombreuses, et là j'attire votre attention sur deux travaux pédagogiques très intéressants. Le premier a été réalisé par Territoire Conseil. Territoire Conseil, c'est l'ancien Mairie Conseil, qui est un service de la Caisse des dépôts et consignations. Et vous avez en ligne gratuitement un travail pédagogique tout à fait intéressant qui a été réalisé il y a une grosse quinzaine de jours par Territoire Conseil. Le deuxième produit gratuit que vous pouvez trouver aussi là-dessus, il est d'un cabinet d'avocats, Lando et Associés, L-A-N-D-O-T, qui présente donc une vidéo sur la GEMAPI. Alors, j'essaie d'apporter des compléments pédagogiques, non pas pour faire concurrence à l'OIO, mais pour montrer qu'il y a une richesse de production pédagogique aujourd'hui sur le terrain. Et puis vous avez synthétique, parce qu'il faut trouver les données, et les données, vous les avez dans ces références qui sont à l'écran, à savoir des sites que vous connaissez, je n'insiste pas, Eau-France, Banatic, etc. J'insiste peut-être sur le dernier alinéa, les travaux des missions d'appui technique de bassin. Les missions d'appui technique de bassin qui ont une durée limitée, elles ont été créées par ce décret du 28 juillet 2014, sont la structure paritaire auprès du comité de bassin, composée de services de l'État et des représentants des acteurs locaux, notamment des collectivités locales, et qui ont pour rôle de définir un peu le mode d'emploi, à savoir la définition des EPTB, des épages, d'accompagner la socle. Donc je vous invite fortement à voir comment, dans votre bassin, la mission d'appui technique a produit de la connaissance et de la méthodo. En principe, ceci est en ligne sur les sites des préfectures ou des DREA, des DDT. Voilà donc pour le contenu et l'explication de ce pédagogique et synthétique avec cette volonté souvent répétée d'ailleurs dans les textes d'un document qui n'a pas vocation à être exhaustif, mais qui est le premier étage de la fusée. Alors, sur ce contenu, dans les priorités, il y a effectivement l'organisation des collectivités. Alors peut-être que je vais aller, pour l'évacuer tout de suite, à la diapo suivante, que vous avez à l'écran. Nous sommes en période électorale, j'ai donc une obligation de réserve que je dois respecter, mais néanmoins, il est de mon devoir d'attirer votre attention sur une proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat le 23 février et qui étant adoptée par le Sénat est dans la mécanique parlementaire et quel que soit le résultat des prochaines élections présidentielles et législatives, cette proposition de loi sera transmise à l'Assemblée nationale pour examen. Or, il se trouve que cette proposition de loi, dite d'Arnaud Retailleau, du nom des sénateurs concernés, remet en cause les échéances de 2018 et 2020. Vous avez dû voir ça si vous faites de la veille politique pour vos institutions, mais il y a là une interpellation, mais qui est dans l'esprit. Vous vous rappelez la diapo où je vous ai montré le lobby des grands réseaux nationaux.
AMF, ADF, Région de France, etc. Et on est un peu dans la déclinaison de ce dialogue national avec l'interministériel, disant, là, quelques désaccords sont les élus, les associations des élus qui disent ça, et la résonance parlementaire de cette grogne évoquée dans la diapo précédente, c'est cette proposition de loi. Donc je ne vais pas au-delà, je dis simplement que ceci reviendra sur la table de travail de l'Assemblée nationale, dans deux hypothèses où la future Assemblée est défavorable et le dossier est enterré au nom de la prééminence de l'Assemblée dans le processus parlementaire, ou bien elle est à nouveau discutée. Et retenez simplement qu'il y a deux fondamentaux dans cette proposition de loi. C'est que, un, le transfert de compétences n'est plus obligatoire, il devient optionnel, c'est quand même majeur comme information. Et deux, les échéances de 2018 et 2020 sont remises en cause sur le thème, prenons le temps de faire ce que nous avons à faire sur le terrain. Alors, je reviens à la diapo précédente. Nous avons le devoir, et c'est ce que je fais avec vous, de fonctionner à droit constant. Le droit constant dit bien qu'il y a donc la compétence GEMAPI dévolue au 1er janvier 2018 et la compétence eau potable et assainissement au 1er janvier 2020. Nous verrons dans des diapos suivantes qu'il y a désormais un invité qui est l'assainissement pluvial, qui vient un petit peu télescoper cette démarche globale. Donc là, je passe, ce sont des choses que très certainement vous avez déjà identifiées. Sur ce contenu de la première socle, j'ai voulu reprendre ce que j'appelle des regards ciblés pour la construction de la socle. En effet, dans cette démarche, vous vous rappelez à la première diapo, démarche globale, cette démarche globale suppose qu'il y ait l'établissement et la gestion des ouvrages de prévention des inondations. C'est souvent pour vos territoires des priorités, ce qui veut dire qu'à l'occasion de ce regard, de cet état des lieux, de cette première socle, seront intégrés tous les éléments constitutifs de la prévention des inondations. Le décret digue et l'inventaire des digues. Est-ce que vous avez des digues orphelines sur le terrain? On sait qu'il y en a un peu moins de 3000 km dans ce pays. Pour les autres, est-ce que des négociations ont été engagées? Lesquelles? Est-ce que la notion de système d'endiguement est intégrée par référence à ce décret du 12 mai? Donc vous voyez qu'il y a là aussi un devoir de déclinaison territoriale de tous ces tests qui sont sortis depuis 3 ans. Là, j'évoque en suivant un arrêté sécurité des barrages. Alors, l'arrêté sécurité des barrages a été présenté au Comité national de l'eau, qui pour l'instant a décidé d'un sursis à statuer, considérant les oppositions que cet arrêté soulevait. Et il est probable, je ne peux pas aller au-delà dans mon propos aujourd'hui, que ce texte sera réexaminé au deuxième semestre 2017, mais il faudra aussi voir comment, dans la socle et avec tous les acteurs concernés par ce volet sécurité, cet arrêté pourra ou non modifier cette déclinaison. Il y a aussi un guide annexé à la note circulaire du 13 avril. Elle est sur Internet. Ce n'est pas le document le plus important dans l'attente de la publication de cet arrêté, mais j'ai voulu quand même le signaler. Alors, le deuxième alinéa de cette diapo évoque l'organisation des collectivités en matière de production d'eau potable. Et on sait aujourd'hui que dans cette continuité, elle va, c'est très classique de l'amont à l'aval, avec la protection de la ressource, la prévention des pollutions et puis la gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Vous voyez donc, quand on disait tout à l'heure que
C'était le premier étage de la fusée, la première seconde n'avait pas vocation à être exhaustive. Vous comprenez que là, on commence à comprendre ce que vous vivez sur le terrain, à savoir cette grande complexité. Et cette complexité, ben, elle est systémique et elle intègre ces éléments. Donc, la diapo suivante, pardon, là voilà, c'est bon. Je veux évoquer le rôle des départements et des régions et vous inviter à vous mettre avec vos responsables en état de veille politique. On a en effet l'abandon de la référence à la compétence générale des départements et des régions, mais très franchement, aussi bien comme juriste que comme acteur local et chercheur, je constate sur le terrain que les choses deviennent un peu plus compliquées. Vous avez déjà quelques publications de juristes qui ne voient pas une disparition totale de la compétence générale et vous avez quand même deux arguments forts pour les régions. C'est ce que j'appelle dessous le double 12. Le double 12, c'est à la fois l'alinéa 12 de l'article 211.7 du Code de l'environnement, rappelez-vous, hein, il est fondateur de la GEMAPI, les 1.2.8, et puis il y a ce 12 qui se balade et qui évoque l'animation des politiques de l'eau. Et vous avez un deuxième 12, c'est l'article 12 de la loi NOTRe, qui donne aux régions cette compétence-là. Et déjà, des régions sont engagées. Ce qui veut dire que la région, alors qu'elle n'a plus la compétence en la matière, puisqu'elle a été transmise aux EPCI à fiscalité propre, la région Bretagne, ça a été la première, a signé une convention disant l'eau c'est mon problème, dit la région Bretagne, je suis un acteur majeur et là vous avez un mot-clé très important, c'est le SRADET. Je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai annoncé que j'y reviendrai, mais ces schémas régionaux, depuis notamment une ordonnance du 27 juillet 2016, intègrent les autres schémas. Ça veut dire que dans le... J'évoquais trop de schémas, tue le schéma, ben là, pour une fois, on simplifie. Le nouveau SRADET sera fédérateur ou fédératif de schémas préexistants et vous retrouvez dedans le schéma régional climat, air, énergie, le schéma régional de cohérence écologique, alors dans des forces juridiques différentes, mais il y a une préoccupation globale qui est reprise avec effectivement cette affirmation d'un rôle majeur d'une région qui dit voilà, je vais coordonner, je vais pas faire forcément, mais je vais coordonner, je vais animer, je vais identifier, notamment au niveau de la conférence territoriale de l'action publique, qui est présidée par le président de région et qui regroupe l'ensemble des acteurs, pour essayer de comprendre qui fait quoi. Et si la Bretagne a signé, c'était au mois de janvier, d'autres régions sont engagées. J'ai des contacts avec certaines d'entre elles, mais n'ayant pas délibéré, je ne peux pas les citer ici, mais il y en a au moins 3 qui aujourd'hui, dans ce pays, ont décidé de s'intéresser à ce double 12 tel que je l'ai indiqué là. Et pour les départements, pour faire très simple, vous connaissez leur nouvelle définition, solidarité sociale, solidarité territoriale, et au nom de la solidarité territoriale, les départements s'intéressent en accompagnement des acteurs locaux. Alors, les réponses sont différentes. Je marche sur des œufs, je vais être là d'une prudence de Sioux, parce que l'ADF a un débat en interne. La position de l'ADF, c'est de dire il n'y a pas de changement, nous devons définir une doctrine sur ce que signifie solidarité territoriale
et gouvernance des cycles de l'eau. Donc là, nous sommes en état de veille et nous négocions au niveau du Comité national de l'eau avec l'ADF pour essayer de trouver un contenu à peu près audible sur le terrain. Vous avez donc là ce que je vous disais dans la diapo précédente, c'est la confirmation, c'est l'article 12 de la loi NOTRe, avec in fine, c'est pas très long, je le relis avec vous, la région exerce ses attributions en coordination avec le comité de bassin, dont on montre bien qu'il ne peut pas y avoir une région cavalier seule, mais que ceci doit se faire avec le comité, sans préjudice des compétences des autres collectivités, dit le texte, et des groupements, des syndicats mixtes, etc. Et vous voyez apparaître aussi les commissions locales de l'eau. Donc on voit bien là que la région, mon propos est redondant, mais c'est quand même important, parce que dans la veille politique qui va être la vôtre, vous allez devoir, avec vos élus régionaux, savoir comment ils se situent par rapport à cette chose-là. Sur le contenu de cette première socle et sur les principes de structuration des collectivités, tout ceci par référence au même arrêté, eh bien, les principes, vous les avez à l'écran, la cohérence hydrographique. Et si j'ai parlé tout à l'heure de la création de l'ANEB, cette Association nationale des élus de bassin, c'est pour montrer que le bassin est vraiment la structure en forme, si vous me permettez cette métaphore sportive. On a là une volonté sur le terrain de dire laissez-nous travailler sur l'entité bassin. La difficulté parfois, c'est qu'il y a télescopage entre les textes qui sont encore trop rattachés à une lecture des périmètres administratifs. Par référence à l'article 72 de la Constitution, à la définition des collectivités territoriales, mais pour nous, spécialistes de l'eau, nous défendons cette cohérence hydrographique. Puis vous avez les autres principes, je vous les laisse lire, sur la solidarité financière et territoriale, la rationalisation du nombre de syndicats. Je vais vous montrer les derniers stades du ministère de l'Intérieur issus des SDCI au 1er janvier 2017. Et le dernier alinéa, on ne veut pas passer trop rapidement, disparition de syndicats devenus obsolètes. Qu'est-ce que c'est qu'un syndicat obsolète? Définition. Est-ce que c'est un sujet sensible? Réponse oui. Et vous rattachez directement au projet de loi d'Arnaud Retailleau que j'ai évoqué tout à l'heure, puisqu'aujourd'hui, sur le terrain, on a ce que vous avez en rouge dessous, dans le verbatim, ne cassez pas ce qui marche, laissez-nous le temps de souffler. J'y reviendrai, j'ai fait un tour de France il y a 2 ans pour aller à la rencontre des élus sur ce thème-là. Ce sont des phrases que j'ai entendues, je vais vous en citer d'autres dans quelques instants. Donc voilà donc les principes qui sont au cœur de cette première socle. Alors voilà le tableau que je vous ai annoncé, à jour au 1er janvier 2017, et vous voyez effectivement l'évolution des structures syndicales. Peut-être puis-je évoquer le point d'interrogation qui est en face Total Syndicat 2017, avec en face 2016 12 328 syndicats. C'est ce que vous allez avoir à gérer, c'est ce que vous gérez, vous n'avez pas à avoir. C'est ce que vous faites actuellement. Quelle pérennité pour des structures avec effectivement la règle des 3 EPCI ou des 2 EPCI ou moins que vous connaissez. Donc on est là dans le post-SDCI, dans une réalité nationale qui va rebondir au 2e semestre 2007 et qui fera l'objet d'accompagnement des services de l'État, des DT, préfets notamment. Puis vous avez dessous ce que vous connaissez,
à savoir l'évolution des EPCI à fiscalité propre, et nous sommes donc passés en 5 ans, hein, de 2599 à 1270, donc des diminutions de moitié du nombre de PCI, avec le débat sur les transferts de compétences et les tremplins vers EPAGE EPTB. La carte des EPCI, la dernière, qui est actualisée au 1er janvier 2017, vous la trouverez, bon, celle-là c'est Mairie Conseil, donc qui est devenu Territoire Conseil, hein. C'était encore Mairie Conseil quand ça a été produit, avec effectivement en foncé, plus c'est foncé, plus il y a de communes. Vous avez donc des EPCI à plus de 150 communes. Bon, c'est le cas de la grosse communauté du Pays Basque avec 158. Il y en a eu d'autres jusqu'à 200. Donc ça, c'est un élément aussi qui aujourd'hui doit être pris en compte. La cartographie dans l'état des lieux qui sera reprise avec les XXL dont je parlais à l'instant, avec les compétences obligatoires transférées. Là, je veux insister sur ce phénomène. Dans mes interventions sur le terrain, je note beaucoup d'ignorance sur cette réalité. Alors, d'abord parce qu'elle est très hétérogène. Certaines régions, certains départements ne connaissent pas ce phénomène. Or, on a aujourd'hui bientôt près de 2 millions de Français qui vivent dans des communes nouvelles. Ce qui veut dire que ces communes nouvelles, et on est en plein dans le débat qu'on va avoir sur la SOC. Est-ce qu'il y a des communes nouvelles chez vous? Comment elles se situent dans le schéma PCI fiscalité propre? Est-ce qu'elles gardent des compétences? Comment elles s'intègrent dans les syndicats existants? Et ce phénomène-là fait qu'aujourd'hui, au 1er janvier, il y avait 517 communes nouvelles qui regroupent un peu moins de millions de Français, avec ce phénomène d'accélération, puisque une loi votée sous le quinquennat précédent, la loi de décembre 2010, avait permis dans cette création. Il y avait eu 25 créations seulement entre 2010 et 2015, et un des grands porteurs de ce mouvement des communes nouvelles a été le président Pélissard, qui était président de l'AMF avant François Baroin, et ceci a été repris lors du changement de majorité politique en 2012, avec une accélération et un phénomène qui interroge. Moi, comme étudiant, j'ai connu la loi Marcellin de 71 sur la fusion des communes, qui a été un bras de fer redoutable avec les élus communaux. Et là, en douceur, on voit des fusions, des maires qui renoncent à leur écharpe, qui intègrent des communes nouvelles, parce que la commune nouvelle va rentrer dans un EPCI à fiscalité propre, non plus sur un strapontin, mais sur un siège plus large. Donc voilà, je voulais un peu insister là-dessus, c'est pour vous mettre en alerte surtout, et puis pour vous signaler aussi une autre nouveauté qui est la création des établissements publics de coopération environnementale. Alors là, c'est tout à fait nouveau. Comme ça date de fin mars, je n'ai pas eu le temps de reprendre cette information dans mes textes, mais sachez que ce décret du 29 mars 2017, il est dans l'esprit eau et biodiversité. Au moment où la création de l'Agence nationale de la biodiversité est devenue une réalité, il existe un nouvel animal politique, pardon pour le lapsus, juridique, mais il doit être sans doute un petit peu politique aussi. C'est le PCE, l'établissement public de coopération environnementale. Alors, il a été créé par référence à l'EPCC, qui est l'établissement public de coopération culturelle. Alors, je vous lis, je le mettrai sur la diapo dans la journée pour la diffusion définitive. Voilà ce qu'il est dit dans le texte fondateur. L'établissement public de coopération environnementale pourra constituer le support d'un partenariat entre l'État, les collectivités territoriales et d'autres acteurs concernés
par la protection de l'environnement. Donc, ce qui va être intéressant, va être de savoir si le PCE va être un outil identifié par les acteurs de la gouvernance de l'eau au nom de la complémentarité eau et biodiversité, zone humide, etc. Ou est-ce que le PCE va être considéré comme un animal juridique de plus, donc forcément inutile en termes de réponse alors qu'on est déjà dans la complicité. Voilà, donc les deux zooms que je voulais faire étaient ceux des communes nouvelles et de cet établissement public de coopération intercommunale. Voulez-vous que l'on fasse un petit arrêt pour savoir s'il y a des questions sur ce que je viens de dire avant d'aborder la partie suivante de mon intervention? Alors, on a une intervention à l'écran? Non, ça va, d'accord. Bien, je continue alors. Parfait. C'est bon? D'accord. Je vois que le Zmegreg est en train d'écrire. Est-ce que je pense que là... là, je ne parle que sur la torture. Euh, il y a d'abord, je vous ai dit, obligation de réserve républicaine. Il y a d'abord une réalité constitutionnelle. Cette proposition de loi, d'origine sénatoriale, a été adoptée par le Sénat. Dans le marbre du fonctionnement parlementaire, il est prévu que le texte doit être transféré obligatoirement à l'Assemblée. Donc, il le sera, ce que j'ai dit dans mon intervention. Aujourd'hui, dans les deux dispositifs, il y a le passage du transfert de la compétence qui devient obligatoire à une compétence qui serait optionnelle. Ça, c'est assez majeur comme modification. Et la deuxième, c'est l'échéancier, la remise en cause 2018-2020. Alors, je vous rappelle que dans la première rédaction, c'était 2016-2018. Donc, nous avons collectivement l'interministériel, les associations d'élus, le Comité national de l'eau, gagné 2 ans, qui font qu'aujourd'hui, on est sur 2018-2020. Non, moi je ne peux que vous inviter à une veille citoyenne, juridique et politique et regarder le résultat des élections. Il n'y a que deux hypothèses, hein, ou bien une majorité favorable au Sénat est élue et il est probable que cette loi ira jusqu'au bout, et une majorité non favorable au Sénat actuel est élue, et je ne suis pas sûr qu'elle aille jusqu'au bout. Mais vous m'avez fait lire juste dans le marc de café, je ne veux pas aller au-delà. Le Saint-Saint. Bien. Alors, je continue. Vous avez à l'écran la socle et l'observation du changement. Alors, nous avons un très gros travail. Là, nous sommes preneurs à l'OIO, je suis preneur Escalité Comité national de l'eau, sur ce que sont vos pratiques en matière d'observation. J'attire votre attention sur une démarche qui devrait devenir officielle en 2017 de l'ANGES de Strasbourg, c'est l'équipe de Rémi Barbier qui envisage une mise sous observatoire des recompositions territoriales et qui va en continu essayer de donner une espèce de fil rouge à l'évolution de cette socle. Donc, c'est un appel du pied au territoire, c'est un appel du pied à la recherche, c'est un appel du pied aux différents partenaires pour qu'on mutualise et qu'on mobilise nos connaissances respectives pour accompagner les services de l'État et faire que l'on ait des documents plutôt fiables pour voir comment ces recompositions territoriales se font. Et vous l'avez noté tout à l'heure, avec quelle place pour les départements et les régions dans la nouvelle configuration.
Alors, dans le petit tour de France que j'ai réalisé à la demande du ministère de l'Environnement, j'ai commis un rapport que vous trouverez sur le site du Comité national de l'eau. Je l'ai présenté le 8 octobre 2015. Si vous aviez des difficultés, vous le dites à l'équipe de l'OIO, je leur ferai passer. Ce que j'ai entendu, c'est trois choses. Une inquiétude réelle, une lucidité réelle et une pédagogie exigée. Alors l'inquiétude réelle, c'est une grogne, hein, en clair, avec les questions que vous avez à l'écran. Demain, quelle ingénierie territoriale et une réponse attendue rapide, avec le désengagement de l'État. Et là, les départements, on y revient, qui disent mais nous sommes là à travers les agences départementales et réponses institutionnelles de ces départements. Une grogne sur les financements et la mise en place de la taxe GEMAPI, très hétérogène aujourd'hui. On a un petit peu de recul, on n'avait pas trop jusqu'à maintenant, on commence à y voir un peu plus clair, mais il y a là, on est passé d'une hostilité initiale à une compréhension et puis à quelques initiatives de délibération, mais bon, c'est pas un mouvement de fond, mais c'était dans les inquiétudes. Sur la démocratie locale, ça je témoigne d'une très grosse inquiétude de la part des élus qui veulent savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que la démocratie participative? Comment fait-on participer les acteurs citoyens, les riverains? Quelle place dans l'élaboration programmatique qui est de votre responsabilité? Donc là il y a un vrai travail et plusieurs bassins travaillent là-dessus. Une urgence que j'ai entendue très forte sur le volet risque, sur la pédagogie et l'apprentissage des risques. Là, je pense que les organismes que vous représentez, vous devez être engagés, j'en ai vu plusieurs qui font un travail très très intéressant sur une pédagogie des risques auprès des citoyens. Ce que j'ai évoqué à demi-mot tout à l'heure, le télescopage entre territoire administratif, et territoire hydraulique et bassin de vie. Là, il y a incontestablement des réponses institutionnelles qui ne sont pas toujours satisfaisantes et le législateur ne facilite pas toujours les choses sur ce télescopage. Et vous avez compris que le bassin était pour nous une réponse majeure. Et puis des inquiétudes du type comment travaillaient les agences et la biodive. Et puis la grosse question sur la place de l'État. Voilà. Donc ça, c'est la grogne. Ça date de plus d'un an, mais ça a évolué. Mais je crois qu'il y a un corpus qui reste valable sur cette inquiétude mais une lucidité. Les mêmes personnes qui exprimaient cette grogne disant mais on sait bien de toute façon qu'on ne peut pas continuer dans l'état d'éclatement des structures de gestion, qu'il faudra bien avoir la sagesse de trouver des réponses. Et puis, sur ces deux thèmes, oui, nous sommes inquiets pour ne pas dire mécontents, oui, nous sommes lucides, mais une exigence, c'est de la pédagogie et d'une explication pour que ce trépied redouté que j'ai mis en bas de la diapo ne soit pas générateur d'affrontements. Donc gouvernance, efficacité et citoyenneté. Dans la diapo suivante, vous avez le résumé. Voilà de cette parole d'élu. Trop vite, trop compliqué, mal expliqué. C'était à la fin de mon rapport. Est-ce que c'est injuste? Peut-être un peu aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours vrai? Un peu moins. Et en disant cela, il y a la nécessité d'une pédagogie et on s'achemine doucement vers des réponses pédagogiques et la formation des élus. Je crois qu'on a un devoir, alors quelle que soit votre institution, que vous soyez petit cycle ou grand cycle ou les deux, je crois qu'on doit avoir dans cette pédagogie globale cette pédagogie des deux cycles, de la continuité. Un élu m'a dit un jour, mais l'eau de ma rivière finit dans ma salle de bain. Ben, il a tout compris.
parce que cette continuité hydraulique, elle n'est pas institutionnelle aujourd'hui, elle n'est pas totalement hydraulique, et effectivement, ce petit cycle de l'eau fait que une complexité est apparue, c'est celle des eaux pluviales. Alors, autre actualité que je vous donne, là, ça date de ce début de semaine, c'est la publication par Pierre-Alain Roche donc, et le CGEDD, le Conseil du développement durable, Conseil général, d'un rapport sur les eaux pluviales. Alors, ce rapport, je vous invite à le lire, j'en ai pris connaissance hier. Il fait bouger les lignes. Alors, il ne sera pas pris en compte d'ici l'automne, mais il bouscule un petit peu l'ordre établi, puisqu'on sait aujourd'hui, par les différentes délibérations de jurisprudence notamment, que les eaux pluviales sont un élément constitutif du petit cycle, mais qu'on est sur le terrain plutôt interrogatif parce qu'il y a des complexités et sur le trépied eau pluviale, eau de ruissellement, puisque le rapport du CGEDD parle aussi des eaux de ruissellement, on risque d'avoir du changement. Donc là, c'est aussi une invitation à vous mettre en état de veille, mais si l'équipe de l'OIO le veut bien, je suis à leur disposition pour vous faire une note complémentaire sur ces évolutions, notamment lorsqu'elles seront issues des résultats des élections, des IDE de printemps. Voilà. Et puis sur le grand cycle de l'eau, ben vous, dans les fondamentaux, vous retrouvez bassin versant, fleuves et rivières, nappes souterraines. J'ai eu l'occasion, là je le dis au passage, c'est une information que je mets sur la table des prochains rendez-vous. Lorsque nous avons créé l'Association française des EPTB à la fin des années 90, nous avions à l'époque déjà dit, parallélisme des formes, la France s'est dotée d'une loi littorale, d'une loi montagne, elle ne s'est pas dotée d'une loi fleuve et rivière. Et il me semble que nous y revenons. Et pour avoir évoqué la chose avec des parlementaires, alors je ne sais pas s'ils seront réélus, mais certains ont l'intention de remettre ça sur la table à dessin. Vous comprenez que la socle peut difficilement être pérennisée dans la première rédaction de 2017 si derrière le petit cycle de l'eau est enrichi de quelle façon par les eaux pluviales et les eaux de ruissellement, et si dans le grand cycle de l'eau, une nouvelle loi fédérant des autres, reprenant ce thème d'une loi sur les fleuves, rivières et bassins de France, dont là, on aura sans doute à faire évoluer. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, nous fonctionnons à droit constant, je ne vais pas déraper. Non, ce sont des petites fenêtres que j'ouvre pour vous inviter à regarder ça. La diapo suivante, c'est une création inspirée d'un travail de l'université Paris 7, d'Épidore, dans le PTB de la Dordogne, et que j'ai rédigé sur la définition de la rivière. J'ai souvent sur le terrain eu des interrogations sur ce qu'est une rivière. Et dans cette définition, sans reprendre les fondamentaux de Simone de Beauvoir, que vous reconnaîtrez, une rivière ne naît pas en mauvais état, elle le devient. Alors, la composante de la rivière, ben vous l'avez, je ne vais pas trop la détailler, je vous laisserai regarder ça à tête reposée. Elle est productive, elle est bien commun, elle est bénéfice personnel et elle est agrément. Et à partir de là, vous avez des acteurs qui, dans la définition de la socle, sont des acteurs aggravants ou sont des acteurs facilitateurs. Je me laissais aller en disant qu'ils sont plus souvent aggravants que facilitateurs. Mais
Ça n'est pas un procès d'intention, c'est parce que les choses sont complexes. Donc vous avez là des réponses que nous devons trouver en termes de pédagogie, de démocratie participative, de réponses pour que chacun comprenne bien où il se situe et comment il peut contribuer à la définition de la rivière. Voilà, je ne vais pas plus loin, vous aurez l'occasion de le regarder à tête reposée. Alors, je l'ai évoqué, mais ça introduit ce qui vient derrière, c'est que dans le SDAGE et son PDM 2016-2021, ça n'engage que moi, mais ça pointe déjà dans plusieurs SDAGE, dans les pratiques en tout cas post-adoption des SDAGE, c'est une gouvernance rapprochée entre petit cycle et grand cycle. Qu'est-ce que cela va signifier dans le management sur les territoires? Socle et continuité écologique. Alors, la socle, j'ai signalé là, je pense qu'il est toujours en ligne, mais ça ne reste pas trop longtemps à essayer de voir si c'est encore en ligne. Une commission de développement durable de l'Assemblée nationale du 23 novembre dernier, qui a été consacrée à l'usage et à la gestion équilibrée des cours d'eau. Et des scientifiques sont intervenus en complément du rapport Dubois-Vigier. Je vous incite à lire ce rapport sur la continuité écologique, parce que dans la socle, quand nous allons devoir inventorier qui fait quoi dans la complexité que j'ai évoquée tout à l'heure, la continuité écologique va être évoquée. Et la tonalité générale de cette table ronde qui a été organisée donc par l'Assemblée nationale, c'était en gros, nous avons des ambitions pour fréquenter un hôtel 5 étoiles et nous n'avons pas les moyens de fréquenter un hôtel de préfecture sans étoiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que nous n'avons pas les moyens financiers pour mettre en œuvre les réponses qui sont écrites sur la continuité écologique, l'effacement des seuils. L'idée étant de dire, consacrons le peu d'argent que l'on a, c'est ce que dit ce rapport, je pense ne pas le trahir, consacrons le peu d'argent que l'on a aux axes des grands migrateurs, là où il y a vraiment de la montaison de dévalaison d'espèces, saumon et autres, mais ne laissons pas croire que sur par exemple, dizaines de milliers de kilomètres de cours d'eau dans certains bassins, on va pouvoir appliquer la chose partout, avec effectivement tout le débat sur la micro-hydroélectricité, sur les moulins, etc. Donc là aussi, c'est une fenêtre que j'ouvre. Il n'y aura pas de socle validé sans intégration de la continuité écologique et sans regard lucide et réaliste, j'insiste sur réaliste, sur ce qu'il sera possible de faire et de ne pas faire, et en tout cas de l'afficher clairement. C'est évident que les partenaires qui vont travailler là-dessus ont besoin d'une doctrine. Je pense qu'on ne peut pas avoir de réponse institutionnelle si elles ne sont pas précédées d'une validation de principes de doctrine. Si on n'est pas d'accord sur l'essentiel, on ne peut pas normalement se mettre en harmonie. Et puis arrive derrière un débat, et je l'ai aussi vu sur le terrain, y compris chez les élus, qui ne connaissent pas, non pas la loi du 16 septembre 1807, mais c'est bien d'elle dont il s'agit, et c'est l'article 33, où le riverain, ça reste encore le grand patron de l'entretien de la rivière. Et souvent, cette évidence est négligée, et là aussi, on ne peut pas parler d'une socle efficace s'il n'y a pas derrière une validation de la doctrine. Je l'ai évoqué
pour la continuité. Je l'évoque pour les riverains. Une piqûre de rappel là-dessus n'est pas complètement inutile dans certaines réunions un peu chaudes où l'on entend yaka et faucon de la part des riverains. Yaka et faucon, c'est peut-être d'abord de leur rappeler qu'ils sont les premiers responsables. Alors après, effectivement, existe la procédure de la DIG que vous connaissez pour donner cette compétence à l'acteur public. Alors, les diapos qui suivent s'intitulent toutes « Rappeler les fondamentaux » parce qu'ils structurent la gouvernance. Alors, le transfert de la compétence GEMAPI, d'abord, quand je dis il faut rappeler les fondamentaux, il n'entraîne pas de transfert de la propriété des cours d'eau. On sort de l'article de 1807 qui dit « le riverain, c'est toujours le chef ». Est évoqué dans l'article 59 de la loi métropole qui a prévu sans préjudice dans l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau, etc., dont je n'insiste pas, vous connaissez ces textes, mais dans ce rappel des fondamentaux, c'est avec le risque du propos redondant de dire, ben voilà, il n'y a pas de transfert de propriété et la référence à l'article 57 de la loi métropole. Toujours en rappelant les fondamentaux, là je vais passer rapidement, mais l'important c'est que vous les ayez dans le montage dont vous serez destinataire. C'est le 215-14 du Code de l'environnement, avec le rappel dans sa forme juridique du rôle du propriétaire riverain tenu à un entretien régulier du cours d'eau. Et puis vient le 215-16. Alors, j'ai exercé des fonctions locales pendant trop longtemps sans doute. Je n'ai jamais utilisé le 215-16. Je ne connais pas beaucoup de collègues qui l'utilisent. Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien, après une mise en demeure restée infructueuse, l'acteur public peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. Ça existe. Est-ce que c'est opérationnel? Sans doute oui. Est-ce que c'est pratiqué régulièrement? Sûrement non. Donc on a là effectivement un corpus juridique qui devra être aussi porté à connaissance des acteurs qui vont avoir à se retrouver autour de la table après les SDCI pour valider la socle dans la consultation par voie électronique que j'ai évoqué au cœur de l'été. Le 215-21 a été supprimé, il est réapparu. Retenez ce qui est en violet à la fin, c'est que les opérations groupées désormais relèvent des maîtres d'ouvrage publics. Voilà, on ne laisse plus des initiatives parcellisées, privées, parce qu'elles n'ont pas la fiabilité que la maîtrise d'ouvrage public peut apporter. Dans ce rappel des fondamentaux qui structurent la gouvernance, pour votre information et rappel aussi, c'est le 215-18, l'obligation de laisser passer. Alors ça, c'est pas neutre, parce que celui-là, comme élu local, j'ai eu à l'utiliser. Vous avez les réticences locales, les bagarres entre voisins et la difficulté de conduire des chantiers, dont les textes existent. Là, deuxième et fin de mon intervention, on était dans l'état des lieux. Vous avez vu que cet état des lieux, c'est 2017, je le résume pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous avons vu que nous étions dans une complexité et d'un timing relativement tendu. Nous avons vu qu'il n'y avait pas d'obligation d'exhaustivité dans cette rédaction de la première version de la socle. Et nous devons maintenant préparer 2018 et donner vraiment de la signification à ce féminin, la stratégie. Et j'ai rappelé donc la socle en Bretagne, on y reviendra. Je vous dirai deux mots dont je vous laisse le lire. C'est le plan de la dernière partie de mon intervention
avec effectivement quelques temps forts sur des volets sensibles. On va les voir. Alors, sur... alors oui, c'est Madame Cazenave qui est très intéressée par le rapport au pluvial. Oui, alors, et Monsieur Perru aussi. Alors, c'est un rapport du CGEDD. Je l'ai vu, je crois, sur Veille Eau hier. Il a été présenté par Pierre-Alain Roche. Et mais écoutez, si vous ne le trouvez pas, donc Pierre-Alain Roche, dans ingénieur général du CGEDD, mais qui a quitté la fonction eau, il s'occupe des transports maintenant, maintenant c'était sa dernière contribution. Et vous le trouverez sur le site du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Et le peu que j'ai vu hier est assez intéressant, voire excitant. Et le commentaire, je pense que je l'ai vu aussi sur un site de, je pense que c'est passé chez Lando, L-A-N-D-O-T, dont je vous ai parlé. Oui, d'accord. Bon, on va le regarder après, puis si vous n'avez pas trouvé, on vous le donnera. Mais il est intéressant parce qu'effectivement, vous avez le trépied, quoi. Et vous avez le trépied des trois eaux avec les deux petites dernières, eau pluviale et eau de ruissellement. Et tout ce qu'il y a en déclinaison sur les documents d'urbanisme au moment où les PLUI débarquent, avec à la fois le débat au sein des EPCI à fiscalité propre sur PLU, PLUI, et puis dans le contenu, on va perturber un petit peu plus les acteurs locaux en leur disant, désormais, sur les eaux pluviales et les eaux de ruissellement, il faudra peut-être aussi changer de braquet. Voilà, donc on donne suite. Sur la socle en Bretagne, vous avez la confirmation de ce que j'ai dit tout à l'heure dans la diapo numéro 11 sur le double 12, à savoir la signature très solennelle de cette déclinaison, de l'affirmation du rôle de la région par les trois instances majeures, la région, l'agence et le DREAL. Et l'objectif, il est affiché, il est lapidaire, hein, c'est une gestion efficace de cette ressource essentielle au développement des territoires et coordonner les différents acteurs. J'insiste, je ne sais pas s'il y a des gens de Bretagne dans la webconférence, mais pour avoir fait une mission là-bas, c'est un bassin où il y a continuité hydraulique des clés, c'est énorme. À l'époque, quand j'ai fait ma mission, je crois qu'il y avait 22 clés, 22 présidents de clés, un président des présidents de clés qui siège au comité des bassins, dont une parole collective d'un maillage hydraulique qui est réalisé. Et vous comprenez pourquoi la région Bretagne, à partir de ce vécu, à partir de cette identification d'institutions qui assurent cette continuité hydraulique, et qui dit, je vais essayer de coordonner tout ça, tout à fait intéressant. Donc ça, c'était le premier volet. Le suivant dans le plan de la deuxième partie, c'est toujours rappeler les fondamentaux et comprendre la complexité. Ça, je ne vous cache pas que dans une mission que j'ai faite récemment en Seine-Normandie, et où on évoquait avec les responsables de l'agence un télescopage, 18 millions d'habitants dans le bassin Seine-Normandie, 3500 réponses, au dernier débat ouvert sur le SDAGE 2016-2021. Et un des arguments, c'est de dire, est-ce qu'on peut laisser croire qu'une parole citoyenne pertinente peut être portée pour un document de 1000 pages qui est la quintessence de la complexité? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut nier la participation citoyenne, il faut peut-être l'organiser autrement. Donc cet élément de complexité qui structure quand même de façon très ingrate d'ailleurs notre mission, fait qu'on doit aborder ces complexités dans les 4 dimensions: technique, sociétale, institutionnelle et technologique. Bon, je me suis laissé aller en citant Edgar Morin, vous lirez à tête reposée, mais derrière,
Nous devons inventer, c'est en bas de la diapo, cette nouvelle citoyenneté avec des réponses que je situe à 3 niveaux. Elles sont militantes. J'ai essayé, non pas de mettre des extrêmes, peut-être qu'ils n'apprécieraient pas, mais comme c'est enregistré, je crois qu'il n'y a pas des réactions, de la FNE à la FNSEA, eh ben, il y a des réponses et des paroles qu'il faut écouter, respecter, et pour lesquelles il faut ouvrir des débats sans complaisance. Des réponses institutionnelles et puis des réponses programmatiques. Donc, comment fait-on pour que cette citoyenneté soit maillée autour de ces territoires qui ne négligent pas pour autant le bassin. Alors, puisqu'on a parlé de la complexité, et puisqu'on est à la recherche de la stratégie en 2018, le terme turbulence fait appel au rapport que j'ai présenté au CNE, mais derrière, quelles conséquences pour la doctrine et les schémas départementaux? Quel calendrier? Je ne reviens pas sur la proposition de loi. Et quelle doctrine? Et j'insiste vraiment, il n'y aura pas de socle pertinente et fiable, même si elle sera évolutive, s'il n'y a pas des clarifications de doctrine sur tous les sujets que j'ai évoqués, en particulier rôle des riverains, continuité écologique. Je ne reprends pas ces arguments. Alors là, il m'a semblé que je devais décliner plusieurs lieux. Alors, plusieurs lieux, vous les avez à l'écran, je vous propose de les décliner tout de suite. D'abord, un rappel, celui du Conseil d'État qu'on oublie trop souvent. Dans son rapport L'eau et son droit, c'est la dernière contribution du Conseil d'État. Le Conseil d'État a quand même écrit ce que trop d'acteurs ont oublié sur le terrain. À l'avenir, c'est pas long, je lis, mais c'est trop important. L'État devra mieux distinguer entre la gestion du grand cycle et du petit cycle. C'est la première fois que dans un rapport du Conseil d'État, on parle des deux, grand cycle et petit cycle, dont la responsabilité est confiée aux collectivités et souvent subdéléguée. Mais ce qui vient après est important. L'État doit laisser la gestion du second, sous-entendu du petit cycle, aux collectivités et se saisir de la gestion du premier, le grand cycle, encore très déficiente, qui est de sa responsabilité et qu'il n'assume pas. Alors, vous avez compris que les derniers textes sont en décalage total avec ce rapport du Conseil d'État, puisqu'on est aujourd'hui sur l'émergence d'autres pratiques autour de la GEMAPI en particulier. Mais ce rappel, je pense qu'il sera au cœur des débats après, à défaut d'y être maintenant, malheureusement, après l'installation de la nouvelle majorité parlementaire à partir de l'été prochain. Et comment le nouvel État, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure et qui est dans un diapo qui est à l'écran, que j'ai entendu, rendez-nous l'État, mais un autre État. Lequel? Avec des services déconcentrés qui ont changé de métier, avec des accompagnements de collectivités qui ne se font plus, et des élus qui se déclarent orphelins. Alors, il y a des réponses. Il faut être équilibré dans les propos. La charte de la déconcentration existe. Elle organise cette déconcentration. Je vous laisserai lire ça. Mais dans l'élaboration de la socle, l'État qui va être à la commande. Je travaille actuellement avec un bassin au nord de la Loire où l'État est très leader dans l'élaboration de la socle. Ce qui veut dire que il ne faut pas porter un regard forcément négatif. Il y a une résilience aussi de la part des services de l'État pour aller sur des missions, sur des missions majeures. Et effectivement, l'élaboration au niveau départemental par les DDT, DDT-EMB, d'une administration territoriale de l'État qui est l'échelon de droit commun de proximité pour les élus en particulier, avec, bon, pas de langue de bois, des réponses différentes en moyens selon le département. Et puis un document que j'ai voulu aussi intégrer dans ce montage pour l'OIO, celui d'une DNO. Alors les DNO ne sont pas très connus sur le terrain. Ce sont des directives nationales d'orientation. Et c'est un moment privilégié pour l'État
d'écrire des choses qui sont pour lui des éléments de doctrine. Et cette directive nationale d'orientation, elle est d'abord interministérielle, et celle-là, elle évoque l'ingénierie de l'État dans les territoires. Et l'État dit en gros trois choses. Un, vous n'êtes pas orphelin, sous-entendu, mesdames, messieurs les élus. Deux, nous restons un lieu de cohérence. Continuez à venir nous voir dans les sous-préfectures, dans les DDT et ailleurs, et on vous dira. Nous serons experts, incitateurs et facilitateurs, c'est à l'écran. Et trois, nous vous ouvrirons les portes des partenaires qui seront capables de vous répondre à vos interrogations. Et c'est ainsi de mettre l'ingénierie publique au service des territoires, l'État disant je ne le fais plus en direct, je n'en ai plus les moyens, par contre je sais coordonner de l'intelligence territoriale et de la connaissance pour donner une réponse à cette phrase d'élu orphelin. Donc on a vu l'État, un nouvel État, charte de déconcentration, l'ADNO, et puis les relations tissées au niveau départemental. Deuxième niveau, l'Europe. Alors sur l'Europe, je voudrais attirer votre attention sur le deuxième alinéa. Je commence par ça avant d'aborder le premier. Lors d'une réunion du comité français, du Cercle français de l'eau, c'était fin janvier. Sophie Oconi, qui est une ancienne parlementaire européenne, nous a dit, ben voilà, je viens de me rendre compte que l'eau n'est plus une priorité par l'Europe, et avec la nouvelle gestion des crédits européens, les crédits sont régionalisés, sauf que les régions confondent compétences et crédits. Et c'est ce que j'ai marqué dessous, la décentralisation de ces crédits aux régions n'est pas liée aux compétences des régions. Et la réalité que l'on constate aujourd'hui, et ce ne sera pas neutre dans l'élaboration de la socle sur vos territoires, parce qu'on parlera bien de moyens à un moment donné, c'est que l'énergie est en train, terme du sud-ouest, de tailler des croupières à l'eau dans cette gestion-là. Et il semblerait, nous a dit cette ancienne députée européenne, que 5% des crédits soient utilisés aujourd'hui, puisque le basculement s'est fait en 2014. Donc là, dans l'esprit de cette webconférence, de vous mettre en alerte et en veille politico-juridique, la politico-financière plutôt, regardez donc avec vos élus régionaux qu'il n'y ait pas non pas de détournement, ça n'existe pas dans l'argent public, mais qu'il y ait une bonne utilisation des crédits qui arrivent en région et qui peuvent être fléchés sur des gouvernances et des cycles de l'eau. Avec, je reviens maintenant au premier alinéa pour l'Europe, nous avons engagé au Comité national de l'eau la procédure de mise sous surveillance de la méthode et du calendrier de révision de la DCE. Alors si les représentants du ministère m'écoutaient, ils me demanderaient de mettre entre guillemets le terme révision, ce que je ferai, puisqu'aujourd'hui on n'est pas forcément dans une révision de la DCE, mais la DCE date d'octobre 2000, et il était dit que 20 ans après cette DCE, et nous y sommes, devait être revue. Donc il y a un réexamen, et nous sommes quelques-uns à plaider pour qu'il y ait une véritable révision de la directive cadre européenne sur l'eau, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc, si vous avez autour de vous des élus influents, mettez-les en alerte pour que cette révision de la DCE devienne une réalité, parce qu'il y a derrière des déclinaisons en droit français qui vont être revues. Ce sera peut-être l'occasion de clarifier certains points. Donc voilà pour l'Europe, dont je résume, veille politique sur la révision de la DCE, veille financière sur l'utilisation des crédits européens en région. Vous retrouvez là ce que j'ai dit dans mon intro, à savoir l'origine donc de la socle, puisqu'on était parti de socle, de schéma au masculin.
Et vous retrouvez les arguments de l'Association des maires de France qui ont manifesté des réserves, et vous avez les mots-clés qui sont à l'écran. La compétence de GEMAPI va aggraver encore la responsabilité des élus locaux. La politique de prévention relève d'une dimension territoriale bien plus large. Vous avez présent à l'esprit le rapport du Conseil d'État qui dit mais que l'État s'en occupe. Donc voilà, ça c'est un peu pour comprendre un peu mieux mon intro et la définition de la socle. Et à la fin, vous avez la citation du président de l'AMF, François Baroin, qui demande une approche par bassin versant. De là, je le dis pour la troisième fois, la création la semaine dernière de l'Agence nationale des élus de bassin, en lien avec les compétences d'aménagement des communautés, et l'AMF, in fine, réclame que l'État organise une réunion, etc., ce qui a été fait et qui a conduit à l'IPANCT, que j'ai cité dans mes premières diapos, et au passage d'un schéma à une stratégie, du socle à la socle. Nous arrivons à la fin. Après l'AMF, vous avez l'Association des départements de France. Vous êtes certains à travailler pour des départements. Et là aussi, je vous invite à une veille politique. L'ADF aujourd'hui, par son président Bussereau, ne demande pas le grand sort des territoires, il l'a dit, il l'a écrit, mais de la souplesse et de la possibilité de délégation. Et bien sûr, l'ADF étant favorable à la majorité actuelle du Sénat, l'équipe de l'ADF, la majorité du président Bussereau, est donc plutôt favorable à la proposition de loi sénatoriale que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est aussi une réponse à M. Perru et à Mme Cazenave. Voilà, une proposition originale de l'ADF. Moi, je suis assez favorable à cette proposition. Il existe la conférence territoriale de l'action publique qui est inégale dans ses déclinaisons et sans être désobligeant, qui est dire une grande messe, c'est un propos connoté religieusement, mais un grand moment de parole collective, certains disent de bavardage, qui n'est pas très efficace. C'est un propos qui ne m'engage pas, je l'ai entendu la semaine dernière, il n'est pas vrai sur l'ensemble du territoire national, mais néanmoins, cette grande réunion régionale, surtout des nouvelles régions, il y a beaucoup de monde et c'est difficile donc d'avoir une parole ciblée et pertinente dans ces grandes assemblées. Donc l'ADF, qui a pris conscience des limites de la CTAP, dit pourquoi ne pas créer une conférence départementale de solidarité territoriale. On demande, comme la proposition de loi Retailleau, je ne reviens pas, l'échéance en 2020. Mais voilà, retenez que nous sommes dans ce contexte un peu mouvant évoqué précédemment. J'ai cité le blog, il est gratuit, vous pouvez aller dessus, c'est assez bien fait. Je ne fais pas de la pub pour lui, puisque c'est gratuit. De Lando Avocat, qui s'interrogeait sur le rôle des départements avec effectivement ce débat sur l'ingénierie territoriale. J'évoquais ces élus orphelins d'ingénierie territoriale et l'interpellation de ce cabinet d'avocats qui travaille avec plusieurs départements nous invite à la réflexion. Donc là aussi, c'est une fenêtre, ce n'est pas une vérité, c'est une fenêtre que j'ouvre pour vous inviter à l'ajouter sur la liste des veilles que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, on ne finit pas le grand tour des partenaires sans aller du côté du Sénat et des régions de France, qui confirme un peu ce que le président Bussereau disait dans la diapo précédente, à savoir pas de nouveau grand soir. Et franchement, dans les débats qui ont lieu aujourd'hui sur les présidentielles, on n'entend pas de grandes prises de position sur les territoires et la gouvernance territoriale. C'est un peu dommage d'ailleurs. Et aussi bien le président du Sénat que le président des régions de France disent en gros la même chose: consolidons les dernières réformes, adaptons au coup par coup
la proposition de loi Retailleau-Darnaud relève de ce coup par coup, mais globalement, la GEMAPI, alors qu'elle a été remise en cause à une certaine époque, ne serait pas remise en cause. Donc voilà la tonalité, mais là, je n'ai pas à en dire plus. Laissons l'actualité devenir précise. Vous avez compris, et ce sont les dernières diapos, que on ne peut pas parler de complexité depuis bientôt 1 heure et demie sans ouvrir les yeux d'une pédagogie de la complexité. Et j'ai fait un petit tour des 6 bassins français pour vérifier si l'article 213-27 du Code de l'environnement a été respecté. Ben, la réponse est pas trop. Puisque cet article dit que le comité de bassin peut organiser des formations ouvertes à chacun de ses membres, c'est-à-dire pour les services de l'État, pour les élus, pour les services administratifs et techniques, pour les représentants des usagers. Et ces formations sont présentées au comité de bassin dans un document global, une approche systémique donc, et un financement par l'agence de l'eau qui est obligatoire. Si le schéma existe, l'agence doit payer. Et autant il existe des réponses parcellaires, certains comités de bassin sont engagés dans des démarches de formation réelle, je crois qu'il faut le souligner, mais cette approche globale d'une véritable déclinaison de ce programme global n'est pas forcément validée. Et puis, diapo suivante, la complexité, la pédagogie, la formation, il y a une particularité, celle-là elle est plutôt connue, c'est la formation des élus des collectivités, c'est un droit à la formation, c'est une obligation, c'est une dépense obligatoire des collectivités territoriales. Il y a aujourd'hui près de 200 organismes de formation agréés en France et ils sont agréés par le ministère de l'Intérieur pour dispenser cette formation. Voilà, et vous avez les références juridiques après. Donc, pour résumer ce que je disais à l'instant sur, alors je parlerai de la recherche juste après, je reste sur la diapo précédente. Retenez donc la nécessité, et ça je l'ai senti très fort, pour des acteurs locaux, et j'insiste, j'ai rencontré beaucoup de vice-présidents de EPCI à fiscalité propre, souvent élus pour la première fois, qui se retrouvent vice-président chargé de l'eau, de l'assainissement ou du grand cycle de l'eau, et qui découvrent les collectivités, qui sont des gros bosseurs, qui se mettent dans le bain très vite, mais qui sont demandeurs d'une pédagogie adaptée et d'une digestion de la complexité. Donc je veux insister là-dessus, la socle n'aboutira que si vraiment nous faisons cet effort d'explication. Il faut de l'information, il faut de la formation, et ça n'est pas la même chose, l'information et la formation. Donc je plaide pour que cette socle soit accompagnée par ces ambitions pédagogiques. La recherche, j'en ai parlé avec la référence à certains universitaires qui travaillent sur un observatoire des territoires, mais récemment, là, je le cite, Bernard Baraquet, qui est assez connu, lors de cette même réunion du Cercle français de l'eau évoquée tout à l'heure, a sonné un peu le tocsin en disant, attention, on parle beaucoup de changement climatique, on parle beaucoup du trait de côte, on parle beaucoup des difficultés que l'on va vivre du fait de ces évolutions, mais il existe très peu d'études socio-technico-économiques, les appeler comme ça, sur une approche globale du trait de côte, à savoir, je crois qu'il a cité un exemple dans l'Hérault, où sur un linéaire a été évoqué le déplacement d'activité économique, le déplacement d'habitation, le relogement des personnes déplacées, la réutilisation des locaux libérés en attendant une éventuelle catastrophe sans mettre les gens en danger. En clair, une étude de coût d'une réaffectation d'un patrimoine immobilier, d'une simulation de gestion sociale, et quand on parlait de socle tout à l'heure, que je vous disais, les gens qui vont se retrouver avec des compétences nouvelles
qui vont être dans le marbre de la socle dans vos territoires, ils auront au préalable, je l'ai dit plusieurs fois, vérifié qu'ils parlaient bien de la même chose. Ils avaient bien une communauté de vues sur la doctrine. Et dans la doctrine, si vous êtes sur des façades maritimes, ben, le changement climatique, mais pas que là, est en première ligne. Donc la recherche aussi et les comités scientifiques des agences de l'eau sont là aussi pour aider les acteurs locaux. Dernière diapo, les démocraties. Question qui n'est pas la plus facile sur ces trois volets de démocratie, représentative, participative et interpellative, dont j'attire votre attention sur les travaux, vous le trouverez sur Internet. La France a accueilli au mois de décembre le sommet mondial pour un partenariat pour un gouvernement ouvert, c'est-à-dire comment aujourd'hui, dans une démocratie malade, je n'ai pas allé au-delà de ce propos, on fait sur le terrain concrètement pour essayer de mettre en place des constructions participatives de projets programmatiques une fois que la socle sera déterminée. Donc ne perdons pas de vue quand on va élaborer la socle qu'il y a aussi cette ardente obligation et notamment voir si les outils numériques sont facilitateurs avec beaucoup de prudence. Une thèse est en cours de rédaction actuellement sur les limites des outils numériques dans ces progrès pour la démocratie. C'est pas le grand soir et les grands lendemains qui chantent parce que les outils numériques vont faciliter les formes de démocratie. En tout cas, ne perdons pas de vue pour la socle ces choses-là. Et voilà, donc ça, c'est pas le plus important dans la démarche, mais peut-être quand vous travaillerez sur la socle, peut-être vous pouvez vous exprimer là-dessus dans l'expression électronique de cet été, interpeller les services de l'État et les agences sur la place du citoyen, sur la place publique et privée, avec effectivement l'envie de démocratie, mais le risque de populisme et de demander que l'on vous aide, quoi, en quelque sorte, parce que il n'y aura pas de socle sans clarification de ces éléments-là. Donc, ce que je vous conseille plutôt, c'est une interpellation. Si vous souhaitez travailler là-dessus, je verrai avec l'OIO, je peux donner des éléments de langage et des réponses un peu méthodologiques. Mais là, il y a incontestablement pour vous une interpellation en juillet-août et en disant bon, ok, c'est pas uniquement du périmètre, c'est pas uniquement des compétences, c'est aussi des hommes et des femmes qui sont sur ces territoires hydrauliques et qui ont sans doute des choses à dire. Voilà, les trois. Bon, si vous pensez que la démocratie n'est pas malade, surtout ne faites pas la démarche. C'est la dernière diapo. En résumé, donc, ben, la socle notée, je vous laisse lire. Une consultation officielle cet été. Définir une vision partagée. Préparer les futures évolutions. Cibler en 2017 l'urgence des urgences, GEMAPI et compétences eau potable assainissement. Mettre derrière l'oreille les eaux pluviales. Veille politique 2018-2020, on en a parlé. Compléter la socle par les grands principes de structuration des collectivités, parce qu'effectivement, on aura, notamment sur petits cycles et grands cycles, quelques arbitrages à rendre avant de se disputer sur l'éventuelle suppression de syndicats qui sont sur des échelles trop petites, qui vont être intégrés au grand désespoir de leurs présidents dans des structures plus grandes. Mais ce sont des débats locaux. Voilà, et puis un bilan sera réalisé suite à l'adoption des premières socles. Peut-être que l'on pourrait, avec l'OIO, début 2018,
reproduire une séance en vous faisant une synthèse nationale des socles et voir s'il y a eu une typologie des dysfonctionnements, s'il y a eu des convergences majeures qui peuvent être identifiées. Voilà. Et vous avez là l'image de notre difficulté. Donc vous voyez que nous devons franchir ce pont. Il n'est pas très solide, mais nous devons pourtant aller de l'autre côté de ce beau torrent pyrénéen qui montre bien que l'eau est au centre de nos préoccupations, mais que la chose n'est pas facile. Donc le temps est venu donc des questions. Alors, sur les eaux pluviales, pas de rapport disponible retrouvé, juste un article d'Environnement Magazine, le rapport invisible. On va chercher aussi. Bon, ben, écoutez, je vais voir avec Pierre-Alain Roche. Bon, j'ai co-présidé avec lui un groupe national récemment. Je vais voir s'il reste vraiment invisible. D'accord, ok. Bon, l'équipe de l'OIO note, on a vos... Et je regarde si on peut extraire du CGEDD. Oui, vous l'avez trouvé sur Environnement Magazine, je vois, d'accord. Ok, bon, très bien. Y a-t-il des questions? Madame Cazenave, vous êtes... Ah bah oui, vous êtes ma voisine en plus. Bon, je viendrai vous voir. Donc j'habite en Daille, hein, Madame Cazenave. Donc Bernard Gourgan est un ami. Y a-t-il d'autres questions? D'accord. Oui, oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? J'avais une question quand même, parce que c'est aussi un constat par rapport au rôle de l'État et des services déconcentrés. Oui. C'est vrai que dans notre département, par exemple, l'État, enfin la DNTM est assez peu motrice par rapport à la mise en place de la SOC, voire même socle, ou voire même des SDCI, et je voulais savoir s'il y avait peut-être d'autres moyens pour nous en tant que PTB, ou bien en travaillant avec les départements, d'être un peu plus moteur sur le sujet. Si vous avez peut-être des expériences, des connaissances de ce qui se fait dans notre département. Je ne sais pas, je ferai que je demande à mon directeur, mais... Est-ce que vous êtes adhérent de l'Association française des EPTB? Vérifiez-le parce que votre directrice générale au niveau national s'appelle Catherine Grémillet, qui est directrice donc de l'Association française des EPTB et qui manage d'ailleurs l'association des élus de bassin dont j'ai parlé à plusieurs reprises et qui aujourd'hui est une interlocutrice des ministères puisqu'elle est moi au comité national de l'eau. On est spécifique au potable, donc les ressources en approfondissent. Quel EPTB vous êtes? Je connais bien votre directeur, oui. Écoutez, moi, ce que je vous propose effectivement, c'est d'en parler avec... c'est Bruno, votre directeur. Oui, vous en parlez à Bruno de Grissac que nous avons échangé aujourd'hui. Vous lui citez une référence, Catherine Rémillet, donc Association française des EPTB, parce que ce travail-là que vous appelez de vos voeux, il est en route, quoi. Et notamment le bilan au mois de septembre des 2 mois de consultation par voie électronique des socles va être un moment de mobilisation. Donc, moi, je ciblerai plutôt votre interpellation fin septembre, c'est-à-dire il faut que dans les territoires on identifie les dysfonctionnements, les choses à préciser, enfin les éléments de doctrine,
telle façon qu'on fasse la synthèse, et on en parlera sans doute au Comité national de l'eau, c'est même sûr, et à partir de là, on pourra revenir vers vous avec des éléments un peu plus précis pour cette connexion. Hein. Et quand j'évoquais tout à l'heure, je ne me fais pas trop d'illusions, hein, sur le PCE, établissement public de coopération environnementale, la définition que je veux donner, c'est qu'il faut constituer le support d'un partenariat entre l'État, les collectivités et d'autres acteurs. Donc, l'air du temps, c'est charte de déconcentration, c'est DNO, c'est nouvelle organisation des services déconcentrés de l'État. C'est vraiment une volonté de faire mieux avec moins. C'est redoutable, D'accord. comme phrase, mais c'est ça, quoi. Oui, j'étais aussi, oui. Parlez-en à Bruno, j'étais avec lui Oui, à partie. Bordeaux la semaine dernière, Mais c'est vrai que par exemple, dans les SDCI, enfin, en tout cas c'est le cas en Gironde, et aussi je pense dans d'autres départements, c'est que tout ce qui est eau, assainissement a été assez peu pris en compte et on ne sait pas trop d'où sortent les propositions qui ont pu être faites dans les différents schémas. Enfin, en Gironde en tout cas c'est le cas. Hmm. D'accord. Ben, écoutez, franchement, la consultation de juillet-août va servir à ça. Voilà. Hein, ben, dites, récemment, pour une étude que j'ai faite dans un comité de bassin, son président m'a dit, écoutez, dites-moi tout et lâchez-vous. Bon, ben, je vous dis la même chose que ce président du comité de bassin m'a dit lors de cet entretien. Et si effectivement vous avez l'impression que, ben, pas de langue de bois, hein, pris par le temps, les services déconcentrés de l'État ont dû travailler vite, sont allés à la presse. On va essayer de se lâcher. Il faut peut-être faire de la consultation de juillet-août le moment de vérité, quoi. Autre question? L'annexion, alors, Monsieur Perru, l'annexion au SDAGE entraînera-t-elle une valeur prescriptive au prochain cycle des stages? Alors, ça n'est pas une. Oui. Alors, l'annexion, juridiquement, c'est un document d'accompagnement du SDAGE 2016-2021. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il peut avoir une valeur prescriptive au prochain cycle des SDAGE? Peut-être. Aujourd'hui, c'est pas clair. Hein. Donc, je préfère être prudent là-dessus. Je vous ai dit qu'on travaillait à droit constant. À droit constant, les socles seront des documents d'accompagnement du SDAGE en cours. On a évoqué à plusieurs reprises les évolutions et les échéances électorales. Il est évident que d'ici 2021, il va se passer des choses, notamment sur l'évolution des SDCI, l'intégration des socles dans les SDCI, le lien, et ça va être très important, entre PCI à fiscalité propre, EPAGE et EPTB. On va avoir donc dans les 2-3 ans qui viennent, on est en 2017, donc avant les prochaines municipales de 2020, on aura un état des lieux actualisé. Et le SDAGE suivant, 2022-2028, je pense, je dois me tromper, mais bon, celui qui sera après 2021, ben, il y aura une délibération qui se fera à l'automne 2021 et c'est ce qui sera examiné à ce moment-là, après qu'il y a eu travail préparatoire comme d'habitude des SDAGE. Moi, j'ai coordonné à Langue-de-Garonne le SDAGE 2010-2015 et j'ai vu comment on a construit ce SDAGE de la même façon. Le SDAGE suivant sera construit
avec les questions importantes, etc., tout ce que vous savez, et c'est là qu'on le verra. Mais pour l'instant, droit constant, c'est un document d'accompagnement. Le juriste qui sommeille en moi vous dit que l'évolution juridique pourrait être réelle, quand même. Mais c'est un pronostic. C'est un pronostic. Je n'ai plus les... Ouais, c'est bon. Oui, M. Perreux retenait droit constant aujourd'hui. Hein. Imaginez d'ici 2021 tout ce qui va se passer. Autre question? Oui, juste encore une question peut-être un peu technique par rapport à la consultation. Les collectivités qui seront consultées, c'est toutes les collectivités qui ont la compétence concernées par la socle et également les EPTB ou... Alors, je vous lis, je vous lis le passage en question. Attendez, je ne le trouve plus. Mais en gros, c'est tous ceux qui sont concernés à... quand j'ai téléphoné tout à l'heure... Oui, le projet d'arrêté est mis à la disposition des collectivités et groupements concernés par voie électronique. Leurs observations déposées par voie électronique doivent parvenir au préfet dans un délai de 2 mois à compter de la mise à disposition. Donc, premier message, vous devez identifier la date de mise à disposition. Ça devrait être autour de mi-juin. C'est par voie électronique. Le troisième message, sont destinataires les collectivités et groupements concernés. Donc les collectivités et groupements concernés, ce sont, je vous conseille de le vérifier, les EPTB bien sûr, les syndicats d'eau et d'assainissement, syndicats mixtes, etc. Donc normalement, vous devez avoir dans votre DDT, ou si vous êtes interdépartemental à l'Adréal, je vous conseille de demander dès maintenant la liste des collectivités que vous concernez. Autre question? Il est 11h55. Je suis sous contrôle ici, hein, mesdames, messieurs. Hein. Oui, un flash à l'instant, j'ai vu que vous étiez des abonnés aux produits OIO, donc puisque vous êtes abonnés, je pense que si vous interrogez l'équipe de l'OIO sur des points précis, ils savent que je suis à leur disposition. Oui, alors pour je voulais juste vous donner préciser que d'autres la informations. présentation et les Sans regret, questions, je ferai un petit résumé, Cynthia. sera sur Eau dans la ville. Donc vous pourrez y accéder. Les questions, je ferai Monsieur Eisenberg, vous avez la parole. Oui, j'avais une petite dernière question aussi technique, et comme il y a encore 3 minutes. Alors, c'était simplement, est-ce que, parce qu'actuellement, la doctrine par rapport au passage des compétences eau potable et assainissement au CDC, c'est basé sur, enfin, il faut qu'il y ait au moins 3 EPCI pour qu'un syndicat puisse subsister. Est-ce que vous pensez qu'on risque de passer de 3 à 2 GPCI ça peut être modifié, ce genre de doctrine?
J'ai pas très bien compris, mais j'ai entendu 2 ou 3 EPCI dont je crois comprendre le sens de votre question. Oui, oui, c'est très précis. Vous avez les deux dispositions, plus de 3 transferts automatiques de compétences, moins de 3 non, avec les dispositions qui sont écrites. Oui, oui, tout ça, c'est très précis. Vous avez pas mal de. J'ai évoqué au début de l'entretien deux produits pédagogiques, mais il y en a d'autres sur la GEMAPI. Il y a pléthore, hein, sur les sites du ministère, Territoire Conseil, Lando, Avocat Lando et Associés, etc. Vous avez pléthore de produits GEMAPI, transfert de compétences, PCI fiscalité propre et petit cycle de l'eau. Vous allez trouver ça sans aucune difficulté. Et là aussi, vous ne pouvez que trouver. Il y a pléthore de produits pédagogiques depuis quelques mois là-dessus. Et d'ailleurs, vous avez aussi l'OIO à organiser des journées sur la GEMAPI. Et Mm, mm, ma question- c'est pas une chose. Ok. non. Non, non, allez, vraiment, il y a pléthore, hein. Vous allez même devoir choisir dans les différents. Ma question, en fait, c'était à propos du fait que les syndicats puissent subsister à partir du moment où il y a 3 EPCI qui peuvent en faire partie. Est-ce que ce chiffre de 3 pourrait être modifié en se disant peut-être que s'il n'y a que 2 EPCI, on peut aussi réfléchir à conserver un syndicat de façon à pas casser ce qui existe? Mhm. C'est toute D'accord. l'interrogation que j'évoquais tout à l'heure. À droit constant, c'est 3 et plus, point. Dans le contexte instable politique actuel, ceci relèvera du débat parlementaire et d'éventuelles modifications. Je reviens à cette proposition de loi d'Arnaud Retailleau. Si elle est adoptée par une nouvelle majorité à l'Assemblée, la compétence n'est plus obligatoire, elle est optionnelle et le timing initial saute. Donc, le message que j'ai aussi entendu dans certains couloirs, c'est instruction donnée au préfet de faire souple, entre guillemets. Donc, partant de là, mettez-vous en état de veille. Moi, le conseil que je vous donne, c'est peut-être d'attendre la fin des îles de printemps pour engager des choses qui peuvent fâcher. Si vous avez des crispations sur le terrain, sur ce seuil, en me disant on a envie de continuer à exister, vous vous rappelez, c'était écrit en rouge à l'écran, ne cassez pas ce qui marche. Bon, c'est un message qui a été repris dans certaines préfectures en me disant, on n'a pas envie d'affronter des grands élus qui défendent des causes qui sont jugées légitimes, parce qu'il y a des réponses institutionnelles qui sont identifiées depuis longtemps, parce que ça marche, parce que les prix sont... voilà, des arguments que vous connaissez. Donc, D'accord. Merci beaucoup. suivez l'actualité, et puis interpellez-moi à travers l'OIO si jamais vous avez un problème. Cynthia, il est midi 1, Stéphanie. Vous n'avez pas d'autres questions? Plus personne n'a de questions? Oui, oui, très prochainement, et je vous ferai un mail pour vous Bon, dire vous où. allez tout retrouver sur le site dans la ville, donc très prochainement. Oui, oui, très prochainement. Voilà. Donc en espérant que ça vous a satisfait. Et voilà. Et si vous avez besoin, vous savez, de ce genre de webconférence, des besoins particuliers, n'hésitez pas à écrire dans la ville pour qu'on réponde au mieux aux abonnés, aux attentes des abonnés ou dans la ville. Voilà. Merci en tout cas pour cette complicité très ponctuelle. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Bonne journée. Et merci à Claude Miqueux de s'être déplacé jusqu'à Limoges.
et merci de son intervention. Merci, au revoir.